Bonsoir à tous et bienvenue sur Overtime NHL. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi 21 avril, tout dernier épisode de la saison régulière de NHL parce qu'on est dans le dernier droit, le dernier match qui aura lieu samedi prochain, le 1er mai, pas samedi prochain, mais l'autre d'après. Il reste une semaine et demie là, à la saison régulière de NHL. Ensuite, on tombera sur des émissions pas nécessairement dans un horaire défini. On va suivre l'actualité évidemment de chacune des rondes de playoffs de NHL. D'ailleurs, tout ça sera à suivre sur MySports, les playoffs de NHL. Salutations dans le chat. Il y a Georges-Henri, il y a Mickaël qui sont déjà là. Très heureux de vous retrouver. Émission chargée ce soir. On va évidemment parler joueurs suisses, ceux qui sont déjà éliminés de la course aux playoffs, ceux qui devraient participer aux séries éliminatoires. On va également parler du décès d'un grand joueur, d'une légende de la NHL, l'un des meilleurs buteurs de tous les temps qui était Mike Bossy. On va parler également de la course aux playoffs dans l'Ouest qui a toujours lieu et un peu du Canadien de Montréal qui a salué la semaine dernière le retour de leur gardien étoile Carey Price. Pour ceux qui n'auront pas la chance de nous écouter en live ou en entier, évidemment, cette émission sera disponible sur nos plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcast et SoundCloud un peu plus tard dans la soirée. Je ne serai pas seul pour l'émission de ce soir, évidemment. J'accueille sur Overtime NHL l'entraîneur du HC Viège, Danny Gélina. Salut, Danny. Oui, bonsoir, Jonathan. Faut faire attention, là. C'est plus HC Sierre, c'est HC Viège maintenant. Oui, il ne faut pas se tromper, là. C'est pas... D'ailleurs, il y a la langue qu'il faut, mais il faut faire attention. D'ailleurs, tu es déjà dans le déménagement. Au moins, c'est pas un très long déménagement dans ton cas. Non, c'est pas long. Mais des fois, c'est presque plus long, parce que tu penses que c'est pas long, puis finalement, tu prends pas un camion, puis ça fait... Ça fait plus de voyage. Je suis rendu à mon 39e déménagement, là. Ça va. T'es rendu habitué. C'est ça, la vie de coach. Tu sais quand tu signes... 39e déménagement, tu te rends compte? Ouais, mais tu sais quand tu signes, quand t'es coach, mais tu sais aussi que t'as une date de péremption. Éventuellement, c'est la seule date qui n'est pas marquée sur ton contrat. Ouais. Mais tu sais qu'elle va arriver un jour ou l'autre. Mais on va te souhaiter le plus long des parcours avec l'HC Viège et beaucoup de succès, évidemment, avec ce club qui vise un jour la promotion. Souhaitons-leur. Un club de National League en Valais, ce serait une bonne chose, je pense, pour la National League. On va travailler fort pour ça. On va travailler fort pour ça. On va mettre les choses en place et puis on va y aller étape par étape. Je te le souhaite, mon cher Danny. On va tout de suite commencer cette émission en parlant joueurs suisses parce qu'évidemment, il y a des clubs qui sont déjà éliminés de la course aux playoffs depuis quelques semaines déjà. Et ça signifie évidemment la fin de la saison pour quelques joueurs suisses. Dean Kukan, Yannis Moser, Jonas Siegenthaler, il y a Philippe Kourachev, Pius Suter, Nico Hischier et Timo Meier qui vont tous voir leur saison prendre fin. Et là, il y a des fins de contrat pour certains, d'autres pour qui l'aventure va se continuer avec leurs clubs respectifs. On peut penser par exemple à Nico Hischier qui a connu une superbe saison, qui a un contrat à long terme. Timo Meier, il lui reste encore une saison à son contrat. Il a connu la saison de sa vie. Il y a également Pius Suter qui est sous contrat pour la saison prochaine avec les Red Wings de Détroit. Tu as eu la chance, Danny, de le voir jouer la semaine dernière. Tu co-commentais le match des Red Wings contre les Panthers de la Floride. Exactement. On a eu la question dans le chat un peu plus tôt aujourd'hui. C'était Jonathan qui demandait a-t-il le potentiel de rester à long terme dans la NHL ou est-ce qu'on peut s'attendre à le revoir en Suisse prochainement? Pius Suter, Danny, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il est au bon moment, au bon endroit. Il est débarqué à Chicago. Où la ligne de centre était amochée avec un Jonathan Toews qui a raté toute la saison au complet. Il a pu jouer avec Patrick Kane une bonne partie de la saison. Et là, il débarque à Détroit, une équipe qui a une ligne de centre plutôt faible, disons-le, qui est en reconstruction. Et ça lui permet de faire des saisons quand même respectables pour Pius Suter. Oui, effectivement, il est vraiment à la bonne place au bon moment pour lui. Il peut s'exprimer. C'est une équipe qui est en reconstruction, mais vraiment presque à la base. Ils sont pas en avance. Ils sont vraiment, je dirais, en train de mettre les fondations avec un Siders en défense et tranquillement, ils sont en train de monter des choses. Alors, du coup, pour lui, il s'achète du temps. Et je pense qu'à défaut de certains joueurs qui ont passé par les Red Wings de Détroit, qui ont manqué de patience
ou de lucidité. Lui, il en a. Il est intelligent. Il sait que c'est là qu'il peut avoir son temps de glace, qu'il peut avoir un rôle aussi, parce que c'est un garçon qui joue aussi en désavantage numérique. Il ne faut pas l'oublier. Il joue en désavantage numérique. Et puis, il fait ses points. 15 goals, 15-16 goals cette année. C'est pas une mauvaise fiche. C'est un gars, je dirais que ça fait 2 ans qu'il s'approche des 20 goals. Si je ne me trompe pas, il s'approche des 20 goals en une saison. La saison dernière, c'était plus compliqué parce qu'il y avait moins de matchs, il faut le savoir. Hein, OK? Je crois qu'il y avait 56 matchs ou 52 matchs, quelque chose comme ça. Alors forcément, il ne peut pas avoir 20 goals. Mais il est à la bonne place. Mais le plus important pour lui, c'est pas tellement de s'exciter et puis de se poser toutes les questions. C'est de rester vraiment lucide, humble, et puis de reconnaître avec son agent, parce que l'agent est très important à ce moment-là, de rester à sa place et de comprendre que c'est là qu'il doit être et pas ailleurs. Mais tu parles de place. Il y a place, évidemment, au niveau équipe, mais il y a place aussi dans la formation. Pius Suter, dans son prime, quel genre de joueur il est? Est-ce que c'est un troisième centre? Est-ce que c'est un joueur qui doit être responsable? Est-ce que c'est ça qu'il doit viser ou s'il doit viser les 2 premiers trios, ce qui, je crois, pourrait être difficile pour lui? Non. Je pense qu'il faut être lucide. C'est un gars qui peut apporter énormément en profondeur. On appelle ça un depth player, un joueur de profondeur. Un très bon centre quatrième ligne, ça c'est sûr. Et il peut jouer sur un troisième trio parce qu'il a les qualités techniques, il l'a prouvé. Contre les Panthers, ils ont fait une très, très, très bonne première période. Ils ont été vraiment malchanceux parce que le match aurait pu avoir une autre allure parce que là, ça a été très sévère comme score, mais en première période, personne n'aurait parié sur un score de ce niveau. Alors, c'est un joueur de profondeur et c'est un joueur qui, pour l'instant, s'il veut assurer quelques années en NHL, je pense qu'il ne faut pas qu'il change de place. J'ai ses statistiques exactes, Danny, devant moi. Là, à sa première saison, 55 matchs, 14 buts, 27 points avec Chicago. Cette saison, avec Détroit, 14 buts, 33 points en 77 matchs. Il a joué un peu plus de matchs. Moi, je regardais également la ligne de centre des Red Wings cette saison. Évidemment, Dylan Larkin, qui est sans contredit le premier centre de cette équipe. Robbie Fabry, qui a un beau potentiel. Oui, mais souvent blessé. Souvent blessé. C'est ça son problème. Je dis potentiel. Le gars a 26 ans, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu le vrai Robbie Fabry parce qu'il est toujours blessé. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on le voyait très gros. Et si je ne me trompe pas, c'était à Saint-Louis. C'est là qu'il a commencé sa carrière. Et on s'en est débarrassé parce qu'il y avait un Robert Thomas qui poussait. Il y avait des jeunes qui poussaient et Fabry était malheureusement souvent blessé. Ensuite, niveau centre, il y a Joe Veleno qui est un espoir. Oui, mais il tarde. Il tarde puis ils l'ont placé à l'aile. Moi, je vais te dire, avec raison, d'une certaine façon, ça prend. Joe Veleno, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un joueur qui a été classé exceptionnel dans la LHJMQ. Si je ne me trompe pas, c'est le tout premier joueur de 15 ans à avoir eu le statut d'exceptionnel, le statut qu'a eu Connor McDavid. Connor McDavid, puis Bedard aussi, je pense. Oui, Connor Bedard dans la Ligue de l'Ouest. Il y avait Aaron Ekblad aussi qui a eu ce passe-droit de jouer une saison supplémentaire. On le voyait très gros. Il a sorti en fin de première ronde à la draft avec les Red Wings de Détroit. Et c'est des années de formation dans la AHL. Il tarde à éclore et je vois bien Pius Suter prendre le poste de troisième centre derrière un Fabry, un Larkin, capable de jouer des matchs sur le deuxième bloc en l'absence de Fabry. À moins que Veleno, à 22 ans, step up, comme on peut dire. Veleno, il me donne l'impression d'être fatigué, d'être brûlé. Un peu comme toutes les étapes qu'il a brûlées auparavant pour évoluer au meilleur niveau en étant plus jeune, physiquement, mentalement, intellectuellement aussi, parce qu'il faut le calculer aussi. J'ai l'impression, parce que le match que j'ai vu, que j'ai commenté ce week-end, il était jamais en avance. Il n'était jamais en avance sur le jeu. Et pour l'instant, pour moi, je dirais que au-delà du fait qu'il y en a un qui a été repêché et puis qu'il est plus sexy par rapport à son pedigree, à son background, tout ça, là, OK, on sait de quoi on parle par rapport à ça. C'est toujours beau de dire, oui, drafté première ronde, ils ont toujours un peu plus de crédit que les autres. Ouais. On va être un peu plus patient avec ceux-là. On va être plus patient avec Veleno qu'avec Pius Suter.
Ça, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que le background n'est pas le même. Mais après, quand on les met sur la glace, aujourd'hui, Pius Suter, s'il continue à travailler comme ça, au-delà de la politique, si on parle juste de sportif, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire. La Parce qu'il ne saison... faut pas oublier une chose, c'est Pius Suter, il y a une autre qualité, c'est qu'il y a une très, très bonne éthique de travail. Oui. La saison prochaine qui va être très importante dans son cas pour un éventuel nouveau contrat. Et mine de rien, les Red Wings qui vont gentiment retrouver le chemin de la victoire aussi. Une équipe compétitive, on a bien drafté, les jeunes commencent à se développer. D'être au cœur de cette équipe-là pourrait être une très bonne chose pour Pius Suter avec un Un très bon bon gardien rôle. aussi, un bon jeune gardien qui est solide. Là, c'est parce que parfois, il explose, parce qu'à un moment donné, il est un peu livré à lui-même. Mais quand ça va prendre forme un petit peu autour de lui, ils ont des bons joueurs, des bons jeunes, des bons joueurs, à peu près à tous les postes. Maintenant, il faut juste que ça prenne forme. Puis un peu comme une plante, comme une fleur, ben, à force de mettre de l'engrais, de l'arroser, puis de laisser du temps, parce que ça prend du temps pour laisser pousser tout ça, je pense qu'il y a des gars qui vont vraiment montrer le bout de leur nez. Ça, c'est sûr et certain. Et ça va être très intéressant. Ça va être une équipe assez intéressante à voir jouer parce qu'elle est très joueuse. Oui, et Anthony dans le chat qui nous dit là, Suter assez polyvalent aussi, bon devant le net, mais il peut aussi jouer défensivement un peu comme dans la même direction qu'on le disait. Tu parles d'une équipe, une équipe qui est excitante, qui est intéressante à voir jouer. Lucas Raymond, Moritz Seider, c'est deux joueurs qui vont être dans l'élite, qui sont déjà parmi l'élite des recrues, mais qui vont être rapidement dans l'élite de la Ligue nationale. Je prends un autre... Ce qu'ils auraient besoin, c'est un ou deux vétérans Ouais. encore capables de jouer au hockey, encore capables d'en donner sur le plan du niveau, pas juste en plan d'expérience, pour essayer d'épauler tous ces garçons. Oui, bien d'accord avec toi. Il y a Anto qui nous demande question technique. Est-il possible de vous poser des questions lors d'un live d'un match NHL que vous commentez? Si oui, comment? Ça serait intéressant d'avoir une réaction en direct sur un fait de jeu. Je trouve que l'idée est géniale. On était en discussion déjà. Éventuellement, on va avoir déjà une Comcam pour les matchs. Donc, vous allez pouvoir nous voir dans notre cabine. On va faire une vraie, entre guillemets, émission d'avant-match. Une petite courte émission d'avant-match avec nos invités. Danny fait partie d'ailleurs de nos consultants pour la NHL. Mais pour l'instant, je dirais par message Messenger ou sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pendant les matchs et on y répondra quand on les verra, évidemment, sûrement dans les pauses, mais je trouve quand même intéressant parfois, là, si vous vous posez des questions, qu'on puisse y répondre directement. Moi, je pense que l'idée est très intéressante et pourquoi ne pas créer un genre de communication entre les périodes? Au lieu de prendre son café, on pourrait faire, nous, notre intermède, comme on appelle ça, notre intermède entre les périodes, sur un 5, 6, 7 minutes, je ne sais pas. On est en train de regarder également ce qu'on peut faire avec Twitch, avec les droits. En ce moment, il y a les droits. On ne sait pas ce qu'on peut diffuser ou pas diffuser, faire ou pas faire, mais quoi qu'il en soit, on travaille là-dessus à essayer d'avoir une communication avec vous, les téléspectateurs. C'est hyper intéressant. Vous avez toujours des bonnes questions. Mais d'ici la fin de la saison, du moins, n'oubliez pas Twitter, Messenger. Envoyez-nous des questions, même sur Instagram direct. Nous, on y a accès, les commentateurs, donc on peut facilement prendre vos questions et y revenir pendant les matchs. Ça, c'est super intéressant. Danny, on va continuer avec une autre question qu'on a reçue sur Dean Koukan. C'est Kevin qui nous demande, pensez-vous qu'on va le revoir en Suisse l'année prochaine? Dean Koukan, évidemment, qui évolue avec les Blue Jackets de Columbus. La saison va se terminer, évidemment, après les 82 matchs. Il n'a pas de contrat pour la prochaine saison, a été blessé, malheureusement pour lui, plus souvent qu'à son tour cette saison. On n'a qu'une trentaine de matchs de disputés. Là, plus précisément, j'avais ses statistiques ici. C'est 37 matchs, 3 buts, 7 passes pour 10 points. Bon, je veux ton avis sur Dean Koukan. Je trouve que l'échantillon a été très petit cette saison, dans une équipe qui se cherchait beaucoup et qui n'a pas une brigade défensive très expérimentée, très profonde non plus. Non. Là, ils sont, je dirais qu'ils sont vraiment dans le creux de la vague en même temps, mais là, on parle de Koukan et Koukan n'a plus de contrat. Koukan, c'est un défenseur
qui ressemble un peu, si on veut schématiser vraiment ça, qui pourrait avoir une certaine ligne, à moindre mesure, d'un Weber en fin de carrière NHL à Nashville. Okay? Complète un alignement. Je vois mal Koukan aller plus loin que ça. Du coup, tu le vois plus 6e, 7e défenseur que top 4 ou top 5. Ouais. Non, je pense qu'un top 4, ça sera jamais. Il est trop tard. Top 5, non, parce qu'en général, pour être capable de faire jouer un joueur comme lui, ça te prend un bon top 5. Ça te prend un bon numéro 5. Alors, du coup, je pense pas. Moi, je pense que ce garçon a beaucoup tenté. La seule chose que je ne connais pas de ce garçon, c'est son tempérament, OK? Son mindset. Parce que ce qui a beaucoup sauvé un gars comme Timo Meier, c'est son mindset. Il a su manger son pain noir, il a su attendre son moment, il a su attendre fort, il a eu des très bons conseils, il a été très bien entouré, et puis quand le moment est arrivé, il a explosé. Mais je pense que Koukan, aujourd'hui, s'il veut s'assurer un avenir intéressant, je pense qu'il serait intéressant pour lui de revenir en Suisse. Surtout qu'en Suisse, au niveau des défenseurs, ça commence à tousser un peu. Il va avoir un très beau salaire en Suisse. Il dort chez lui tous les soirs. Il a un bon salaire. Et il peut s'assurer encore un bon 10 ans de hockey. C'est sûr que ce serait... En NHL, pas plus que 2 ans. Ouais. Mais c'est probablement un up and down en NHL. C'est sûr que ce serait un défenseur qui aurait beaucoup d'appels de club suisse. C'est 1m87, 84 kg, défenseur gaucher. Écoute, c'est pas compliqué. Je te dis tout de suite, si demain il est sur le marché, Lugano le signe. Ben, c'est drôle que tu parles de Lugano parce que 3 fois, là, on a les commentaires. Est-ce que Koukan a le même profil que Mirko Müller, d'ailleurs, qui est revenu à Lugano? Est-ce que tu comparais un peu ces deux joueurs-là, qui sont des défenseurs qui sont capables d'être robustes, qui ont des bons gabarits, qui sont un peu plus des stay-at-home defensemen? Ouais. Je pense que Mirko Müller est un petit peu en avance, mais au niveau profil, si on parle juste de profil, oui, c'est exact. Les messages que tu reçois, ils sont clairs, c'est vrai. C'est deux joueurs qui se ressemblent beaucoup. Moi, je ne serais pas surpris de le voir. Personnellement, je ne serais pas surpris de le voir revenir en Suisse. Simplement, c'est le rôle, en fait. Ça dépend des offres qu'il va avoir sur la table, mais c'est niveau rôle. Est-ce que tu veux avoir un rôle de premier plan en Suisse, gagner à peu près le même salaire, dormir, comme tu dis, avoir une qualité de vie supérieure, ou te battre toujours pour un poste pour des minutes de jeu en NHL? Je sais mais pas. Attention, hein, parce qu'il y a un côté pervers à tout ça. C'est bien de continuer à persévérer. Ça, j'aime ça. J'aime ça quand le gars il est dans le dur, il se redonne une deuxième chance, il dit non, je lâche pas. Ça, c'est bon. Ça dénote quand même une très, très bonne force de caractère, c'est propre. Il y a juste un moment où il y a une décision à prendre, et c'est quand prendre cette décision-là. Et en NHL, il lui reste pas une longue carrière. Ça, c'est sûr. En Suisse, il lui reste 10 ans minimum. Oui. OK? 10 ans minimum, un salaire assez correct, en jouant 56 matchs par année, en espérant qu'il puisse en jouer une quinzaine de plus en play-off. Ça fait des saisons à 70 matchs maximum, et tu ne les fais pas toutes les années. Et la demande va être bonne. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un Koukan sur le marché, il y a peut-être des équipes qui peuvent dire, ben OK, qu'est-ce qu'on prend? On prend un défenseur étranger, on prend Koukan. Tu sais, admettons, là. Ben, il faut un défenseur étranger. Oui, mais c'est ce que je te dis. Ça change, mais ça change toute ta façon de penser et ta construction d'équipe. Imagine que ça aurait été Weber. On parle de Weber. Imagine que c'est Weber qui revient en Suisse. Ah, il prend la place d'un étranger à la ligne bleue. Mm-hmm. Alors, du coup, tu peux composer peut-être, pardon, excuse-moi, de composer ta construction d'équipe avec tes 6 étrangers d'une façon différente. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont demander des informations et probablement rentrer en contact avec son agent et essayer de savoir un peu quels sont ses intérêts et qu'est-ce qu'il veut faire.
quelle direction il veut donner à sa carrière. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien qui peut se passer avant le 1er juillet. Ouais, si c'est pas décalé, je pense que les agents libres, c'est un petit peu plus tard cette année parce Ouais, que la c'est fin. pas le 12 ou un truc. Ouais, quelque chose comme ça, la première ou Ouais, deuxième semaine ouais, de c'est juillet. ça. Il Ouais. faudra voir aussi, moi, le nom qui me revient en tête, qui est un peu dans la même situation, mais avec peut-être moins d'expérience NHL, c'est Sven Barchi. Sven Barchi est exactement à la même croisée des chemins, j'ai Ouais, l'impression. mais lui, c'est à chaque année. Alors, du coup, là, j'ai un peu de mal à dessiner un peu son chemin parce que ça fait quand même longtemps qu'il persévère, qu'il est dans le dur, qu'il est dans le dur. Et puis, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Alors, est-ce qu'il y a une très, très bonne raison de ne pas lâcher? Parce que là, lui, en Suisse, il serait aussi très, très, très bien. Ben oui, Hein? ben oui. Et là, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a Berne sur le marché. Berne a déjà annoncé ouvertement que si Berti était sur le marché, que Berne serait intéressé. Bon, après, je pense qu'ils savent qu'ils ne vont pas être les seuls. Alors, du coup, les salaires vont s'envoler pas mal. Oui, exactement. Fabrice dit avec Muller et Koukan à Lugano, tu peux partir avec un étranger derrière, un top gardien étranger, ce qui change tout ton équipe, exactement comme tu le disais. Tu rebâtis un peu ton alignement d'étrangers. Avec 6 étrangers, tu as le luxe de jouer avec ça et avec deux défenseurs comme ça, de qualité, qui ont goûté à la NHL, qui sont de très bons défenseurs gauchers. Tu commences avec Non, puis Koukan, en plus, il connaît quand même la glace. Il connaît quand même la glace. C'est pas. Toi, je veux dire, c'est vrai que ça pourrait être. Mais bon, c'est vrai que ça pourrait être une bonne construction. Mais c'est vrai que ça peut tout changer. Au niveau de la construction, ça peut tout changer. Ouais. Mais comme dans le cas de Berchi et Berne, je pense que Lugano ne serait pas les seuls à être sur le cas Koukan. On a reçu un message sur Philippe Kourachev également dans le chat. Le message disait, si je ne me trompe pas, je le retrouve ici, pas une grosse saison pour Philippe Kourachev. Sa saison va prendre fin lui aussi avec les Blackhawks de Chicago qui ne se qualifient pas pour les playoffs, sans surprise, disons-le. Mais Philippe Kourachev a 20 points en 62 matchs cette saison. Par contre, Danny, pour un joueur offensif, il a été utilisé souvent sur le 4e trio. Ouais. Il s'est battu pour avoir des minutes de jeu. Dans les circonstances, à 22 ans, si je ne me trompe pas, c'est quand même pas une mauvaise saison, mais pour lui, pour débloquer, il va falloir qu'il ait du temps de glace de qualité sur les trios plus offensifs. Non, mais écoute, c'est un minimum 3e trio qui a besoin. Minimum, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les équipes ont besoin. Et bon, il a été aussi en AHL, il est revenu, il a été LT Scratch, il était dans les gradins. Il a tout eu cette année, hein? Ce qu'il n'a pas eu la première année. Hein, c'était un peu nouveau pour lui, là. Il s'est fait chahuter. Alors, est-ce que c'est le retour de Toll et Jonathan Tage qui a fait que ça a tout replacé et remodelé tout le monde? Pour moi, c'est pas une bonne année pour lui. Maintenant, lui, il va devoir. De toute façon, il ne va pas forcément bouger. Non, parce qu'il est agent libre, mais avec compensation. Donc, ses droits restent aux Blackhawks de Chicago qui vont sûrement lui donner l'offre qualificative ou lui signer un contrat pont, là, 1, 2, 3 ans. Ouais, c'est-à-dire que ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est probablement encore un contrat à 2 volets. Ouais. Hein? Et là, en général, quand tu offres un contrat à 2 volets, souvent les équipes, le directeur général est déjà au courant que le joueur va le refuser. Alors, du coup, ça peut l'aider aussi à entreprendre des discussions pour replacer le joueur éventuellement en AHL directement. Il y a Fabrice qui dit Kourachev à 22 ans, on doit lui donner, on doit se donner un peu de temps dans son cas. Et il y a Anthony qui lui dit son temps de glace a sans arrêt diminué. Je suis pas sûr que l'année prochaine, il retourne sur un trio offensif aussi facilement. À 22 ans, t'as tout à prouver. T'as tout à prouver. Jamais à 22 ans, à moins que tu t'appelles Connor McDavid ou que tu sois un premier choix, ton temps de glace ou ta position dans l'alignement est assurée. Oui, mais là, le souci des Blackhawks, il est plus loin que ça. Là, il faut aller plus loin que ça. Il y a eu beaucoup de discussions. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, mais même Jonathan Toews a mis les points sur la table. Hein. Il a été très clair qu'il demandait plus de clarté, plus de communication et plus d'honnêteté dans la reconstruction de l'équipe.
Alors, ça veut tout dire, hein, ça veut dire quelque chose. Et il ne faudrait pas être surpris que déjà lui de ne pas se sentir en sécurité en ce moment. Non, et en même temps, OK? c'est pas nécessairement toujours une mauvaise chose parfois pour un jeune joueur comme ça de changer d'adresse. C'est droit Non. et ça peut Mais être un jeune joueur hyper intéressant à son âge. moi, je pense que pour Kourachev, ça serait plus intéressant pour lui de bouger, de, d'aller chercher une équipe qui a besoin d'un centre numéro 3. Ça, je pense qu'il est capable de le remplir. Il est capable de jouer en désavantage numérique. Il est capable de prendre des bonnes minutes de glace. Mais il a besoin d'une équipe qui a besoin d'un centre numéro 3 et qui est capable de laisser jouer son centre numéro 3 à côté de deux joueurs expérimentés. Mhm. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le travail des centres, si jamais on a un souci, on peut facilement changer un joueur de centre. Il arrive très souvent qu'on peut changer. Mais moi, je vois ça comme ça. Pour lui, s'il veut exploser, s'il fait encore une saison quatrième trio, il faut qu'il rentre en Suisse. Ouais, ouais, là-dessus. Ou qu'il change d'équipe tout simplement. Oui, mais s'il change Mais d'équipe, il faut qu'il trouve un club avec un poste de troisième. oui, Deuxième, il n'aura pas, ça c'est sûr. Mais il faut qu'il lui faut un poste de troisième. Après, il faut qu'il travaille, bien sûr, hein, pour le garder. Mais si au départ, on lui offre un poste de troisième avec deux grinders où les gars sont capables de travailler, créer du mouvement, créer des espaces, mettre la pression sur l'adversaire et pas subir le jeu en permanence, je pense que ça serait bon pour lui. il y a Laurent dans le chat qui nous dit avec tous ces joueurs de NHL disponibles, la Suisse devrait avoir une belle équipe pour le championnat du monde. S'ils viennent tous, s'ils décident tous d'y participer, c'est vrai que ça devient quand même une équipe intéressante avec les Koukan, Moser, Sigenthaler, Kourachev, Soutan, Richier, Meyer, en particulier Timo Meyer avec la saison qu'il connaît. À voir après si d'autres joueurs vont se joindre à force que les équipes vont être éliminées. Dernier joueur que je voulais parler avec toi, Danny, c'était Yanis Moser. Je pense qu'on a été un peu tous surpris de le voir si vite dans la NHL. C'était une année d'apprentissage pour lui. Dans un club où il pouvait se permettre, où on pouvait se permettre de vivre avec les erreurs d'un jeune défenseur, ce qui est parfait pour l'apprentissage du jeune homme. Et là, il a un long été devant lui. Je pense que le jeu physique, avec la grandeur qu'il a, doit devenir peut-être un élément également, de prendre du poids. Cet été, je pense que ça se résume pas mal à ça, de prendre du poids. Oui, De... mais malheureusement, il n'y aura peut-être pas beaucoup de temps avec le championnat du monde. Ça va prendre énormément de temps et d'énergie parce qu'après le championnat du monde, il va falloir qu'ils prennent du repos. Ça va quand même prendre encore 2 semaines parce qu'il faut quand même que le corps se régénère. Parce qu'il pourrait retravailler direct, mais c'est comme une voiture. Si à un moment donné, tu ne fais pas le changement d'huile, ça s'encrasse et puis à un moment donné, tu as un problème. Le corps est pareil. Le corps a besoin, et la tête, a besoin de faire un reset, a besoin d'un petit peu de se régénérer. Et ce n'est pas des machines, hein, c'est des hommes, c'est des êtres humains. Et ils ont aussi des familles. À un moment donné, il faut se régénérer et ensuite repartir sur des bonnes bases. Et le problème, c'est que est-ce qu'il va avoir le temps suffisant pour prendre de l'avion? Il faut compter. Naturellement, on peut prendre de l'avion de plusieurs façons, mais là, moi, je parle de la bonne façon, Mhm. avec de la bonne viande et puis un bon suivi diététique. Ça prend quand même du temps. Tu ne prends pas 1 kilo à tous les 2 semaines. Non, hein? Faut être intelligent quand tu veux prendre de la masse. Alors, du coup, est-ce qu'il va avoir le temps suffisant? Parce qu'au prochain camp, il va être encore recru. Hein? Il va être Oui, obligé encore de travailler très, très dur pour gagner sa place. C'est pas comme s'il dit, OK, si j'arrive puis je suis un peu entamé, je suis un peu fatigué ou je suis pas tout à fait prêt, j'ai un peu de crédit et j'ai encore un peu de temps. Non, il n'y a pas de temps. Lui, quand il va arriver au camp d'entraînement, il faut qu'il soit nickel, il faut qu'il soit prêt. Alors, du coup, est-ce qu'il va avoir suffisamment de temps? Moi, je sais pas. Je sais pas. Et c'est pour ça que l'équipe nationale, ça se refuse pas. mhm. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, hein. Ça engage que moi. C'est plus facile à dire qu'à faire des fois. L'équipe nationale, ça se refuse pas. Peu importe laquelle, ça se refuse pas. Mais il arrive un moment où je me dis, est-ce que, alors je sais pas si c'est mon âge qui fait ça, mais quand j'étais plus jeune, je m'en foutais, je disais à l'équipe nationale, tu y vas et puis tu ne poses pas de questions et puis tu verras après. Là, je me dis, est-ce que parfois, c'est pas sage des fois de prendre des décisions et de penser aussi à ta carrière, mais c'est mal vu. Mais C'est mal vu.
Ça dépend, Danny. J'ai l'impression que c'est mal vu en Suisse. Mais combien de joueurs au Canada, aux États-Unis refusent d'aller aux championnats du monde? Aux Olympiques, jamais. Tout le monde veut y aller. Mais aux championnats du monde, il y en a beaucoup qui préfèrent soigner les blessures, qui préfèrent justement avoir cette pause avant de recommencer l'entraînement. Mais c'est vrai qu'en Suisse, le lien se fait automatiquement. Si tu as la chance de représenter ton pays, tu y vas. Je ne sais pas si c'est une question de mentalité nord-américaine des championnats du monde qu'on prend peut-être un peu moins au sérieux ou pas qu'on prend moins au sérieux, mais qu'on considère peut-être un peu moins qu'en Suisse au niveau international. J'ai de la difficulté à... Ben, le problème, c'est que c'est comme ça à tous les ans. Comme ça à tous les ans, ben, si le gars, je sais pas moi, comme là, ben, je sais pas, ben, tu prends une équipe comme les Oilers d'Edmonton qui ça fait plusieurs années qui font pas les séries éliminatoires. Eh ben, admettons, le gars, il dit OK, ben, c'est toujours moi qui vais au championnat du monde et Crosby, il va jamais. Tu vois? Ben oui, ben, oui, il fait les playoffs. Moi, je ne les fais pas, alors forcément. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que tu parles du Canada, des États-Unis, c'est sûr, mais le problème, c'est que quand un joueur canadien ne va pas, il y en a encore quand même 4 ou 5 capables d'y Oui. aller. Et puis, ensuite, quand il y en a un qui ne vient pas, ça devient un petit peu plus difficile. Et puis, du coup, c'est vite un scandale. Un. Et de deux, on est fâché et tu ne reviens plus. Ouais. Comme si on avait encore assez de joueurs pour dire, ben écoute, tu n'as pas voulu venir, eh ben tant pis pour toi, hop, tu ne viens plus. Alors, je sais pas, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en Suisse. Alors, enfin, pas beaucoup de joueurs. Le réseau est petit. Alors, c'est vrai que quand tu es entraîneur, tu souhaites avoir le maximum de joueurs de qualité ou de l'équipe type. Mais là, pour Moser, il y a quand même un truc à réfléchir. Euh, Dans le chat, il y a Anthony qui, qui nous dit Phil Kessel a un truc, lui, pour prendre de la viande. Mais j'espère j'espère qu'il prend pas exemple sur Phil Kessel parce que c'est peut-être pas le meilleur exemple pour prendre de la Non, viande. faut pas qu'il mange les burgers avec Phil Kessel. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait. J'ai dit la viande, mais j'ai dit aussi une bonne nutrition. Hein. Oui, il y a de la bonne viande, pas la mauvaise viande à prendre. Danny, Ceci bon, dit, Phil Kessel a joué je ne sais pas combien de matchs d'affilée. Je ne sais plus à combien il est il rendu. Là, approche 960, je pense, ou 900 et des quelques. 950, là. Alors, je pense qu'il mange des bons burgers. Oui, mais j'ai entendu une histoire aussi que c'était les jujubes, là, les bonbons en gélatine après les matchs, à chaque Ouais. match dans l'avion. Il a son rituel, il a... Mais écoute, ça marche. C'est un talent naturel et Ben, pour moi, lui... c'est les Skittles, ça va. On a parlé des joueurs qui vont voir leur saison se terminer la semaine prochaine. Par contre, il y en a 3 pour qui elle pourrait continuer. Je dis pourrait parce qu'il y a encore une lutte au playoff dans l'Ouest, mais c'est Nino Niederreiter avec les Hurricanes à Caroline qui est déjà qualifié, Kevin Fiala avec le Wild du Minnesota et Roman Josi avec les Predators de Nashville. Évidemment, Josi dans la lutte pour les playoffs. Fiala, c'est confirmé, mais je veux qu'on se concentre quand même sur un peu Nino Niederreiter. Évidemment, il a une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, mais dans leur cas, ça devient inquiétant parce qu'ils ont perdu leur gardien numéro 1, Frederik Anderson. Et selon les propos de l'entraîneur Rod Brind'Amour, ça pourrait être à long terme. On devrait s'en passer au moins pour la première ronde des playoffs. Et ça se voit aussi dans les résultats des derniers matchs des Hurricanes. Oui, ils sont un peu déséquilibrés, ouais. Ils sont déséquilibrés. Là, c'est les Rangers qui commencent à les rattraper. Et c'est pas la seule équipe dans l'Est, d'ailleurs, qui a un problème de gardien. Même chose à Pittsburgh. Ils ont perdu Tristan Jarry. Tristan Jarry, oui. Et donc, quand même, c'est une équipe qui a tellement de talent, qui a tellement de potentiel. Souhaitons à Nino et aux Hurricanes que Frederik Anderson revienne le plus tôt possible. Oui, parce que tu peux pas faire une bonne course sur ces séries éliminatoires si tu n'as pas un bon gardien. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est important. Mais là, on peut voir quand même comment l'équipe elle a été, comment elle a été construite, comment Rod Brind'Amour construit tout son groupe. Son groupe est construit où chacun a son rôle. C'est très bien, c'est magnifique. Mais quand il en manque un, et là, c'est la fondation, hein, c'est le gardien de but. Tout repose sur le gardien de but. Tu perds ta fondation.
tout est branlant, hein? Tout est shaky un petit peu. Tu as l'impression que les joueurs ne savent plus tellement comment jouer. Ils sont trop devant, ils sont pas assez devant. On peut pas trop se lancer, on se lance pas. Et puis, quand ça commence à pas tourner, bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il faut peut-être mieux que ça arrive tout de suite. Les gars travaillent dans l'adversité. Ils apprennent un peu à se battre et ils sont dans la difficulté, apprendre à retrouver peut-être comment on peut jouer sans Anderson. Vaut mieux que ça arrive là. Comme ça, quand ils vont commencer les playoffs, ils vont déjà avoir appris et comment on peut faire. Je ne dis pas que ça va régler le problème. Ça, la suite va nous donner. Mais là, quand tu perds ta fondation, et moi, je suis bien placé pour en parler, la fondation, c'est le gardien de but. Et quand tu te reposes sur quelqu'un la fondation, elle est solide, bien, ça provoque beaucoup de choses. Ça donne beaucoup de confiance au groupe. Puis ça l'aide le coach à dormir tous les soirs. Tu vois? Parce que tu es tranquille. Parce que tu sais que là, aujourd'hui, ça ne doit pas être facile de trouver les mots. Et puis ça ne doit pas être facile, celui qui prend la place à Anderson, de dire ouais, faut pas que je sois bon, il faut que je sois très bon. Pas évident. Il y a Fabrice dans le chat qui nous dit Anderson n'est pas un gardien de série, il l'a prouvé avec les Leafs. Mais quand même, moi, je trouve que c'est un gardien très sous-estimé, surtout quand on regarde les chiffres, par exemple, de Mrazek, qui est maintenant avec les Maple Leafs de Toronto, qui a fait le switch, là, qui a fait le changement avec Anderson. Moi, je pense que Anderson est sous-estimé beaucoup. Je pense que l'équipe des Maple Leafs n'était pas en maturité lorsque lui a participé au playoff, parce qu'il faut rappeler que la saison dernière, c'était Jack Campbell qui était devant la cage quand ils ont été éliminés par le Canadien de Montréal. C'était pas Frédéric Anderson. Non. Par contre, il y a où le message est intéressant et il n'y a pas tort sur le fond, mais pas sur la forme. C'est qu'il ne faut pas oublier que le marché de Toronto, il n'est pas tendre. Il n'est pas fait pour tout le monde. Comme le marché de Montréal, il n'est pas fait pour tout le monde. Aller jouer aux Hurricanes là-bas, là, c'est pas le même marché, c'est pas la même pression. Et le travail du coach là-bas est très, très spécial. Hein. Rob Brindamour, c'est un player coach, OK? Comme plusieurs en ce moment à NHL, là, il y en a de plus en plus. Des player coach, hein, des coachs de joueurs. C'est plus facile à dire en anglais. Martin Saint-Louis également, avec le Canadien qui en est un. Exactement, c'est ça. Alors du coup, peut-être que ça correspond exactement à ce que Anderson avait besoin. Puis le fait de changer d'air l'a peut-être fait grandir aussi. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Hein? Quand tu changes d'air, tu grandis. C'est pas facile de changer d'air, il faut le savoir. Hein? Il y a une grosse période d'adaptation. Et en général, tu mûris ou tu pourris. Hein? Puis il y a une chose qui, moi, est frappante, c'est les 6 défenseurs qu'il a devant lui aussi. Parce que avec les Hurricanes, là, c'est Jacob Slavin, Brett Pesci, Brady Shea, Tony DeAngelo. C'est son top 4. Alors qu'à Toronto, Morgan Riley, Jake Muzzin. Et on s'entend que Riley n'est pas reconnu pour ses talents défensifs. Puis Riley, il est plus souvent en avant qu'en arrière. C'est ça. Donc, il n'y avait pas grand-chose devant lui quand même dans ses années avec Toronto. C'est pour ça que je dis que sur le fond, la remarque, elle est très, très juste. Elle est très juste. Hein, parce que c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut faire très attention parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qu'il y a derrière les statistiques pour les valider. Il ne faut jamais valider une statistique en la lisant tout simplement. Il faut la valider avec aller chercher ce qu'il y a derrière et comprendre ce qu'il y a derrière. Après, c'est peut-être véridique, c'est peut-être pas un gardien de playoff. Hein? La suite va nous le dire. J'espère qu'il va revenir, pour lui déjà. Et pour les Hurricanes, c'est très, très important pour la suite. Oui, parce que là, ils ont Antti Ranta devant la cage qui, lui, n'a pas du tout d'expérience de playoff. Là. Aucun départ. Il a joué 3 matchs. Oui, mais les trois qu'ils ont, il y a eu un petit reportage pendant le match des Red Wings entre les Red Wings et les Panthers dimanche. Ils ont parlé justement de la situation des Hurricanes et ils avaient mis sur le tableau les 3 gardiens potentiels pour prendre la place à Anderson. Il n'y en a aucun qui peut. Là, les noms m'échappent parce que c'est des noms qui arrivent de la AHL. Alors, du coup. Oui, en ce moment, ils ont Antti Ranta et un certain
Slavkov, un Russe de 22 ans, donc aucune expérience de playoff en NHL. On va maintenant passer à notre étoile suisse de la semaine. On a eu 2 semaines consécutives. Suisse NHL. 2 semaines consécutives. Romagnosi, évidemment, avec son mois de mars exceptionnel. Là, il y a 2 semaines, c'était Timo Meier. Et je pense que cette semaine, on ne pouvait pas passer à côté de Kevin Fiala, qui connaît une saison exceptionnelle, disons-le. Il est sur un rythme là, de 7 matchs consécutifs avec au moins 1 point. Au cours de cette séquence, c'est 14 points, 2 points par match dans ces 7 derniers matchs. Et il a atteint, contre le Canadien de Montréal, il y a 2 jours, il a atteint le plateau des 30 buts. Il a atteint le plateau des 75 points, des 45 passes. C'est 3 plateaux qu'il a atteint pour la toute première fois de sa carrière. Danny, il est à la dernière année de son contrat et il va faire sauter la banque au Minnesota. Moi, j'ai eu peur pour lui en début de saison parce qu'il a signé un contrat d'1 an. Hein? Ouais. D'un salaire assez correct. OK? Pour la NHL, hein, bien sûr. On s'entend, là. Et je me suis dit, est-ce qu'il va être capable est-ce qu'il va être capable de garder ça sur ses épaules? Est-ce qu'il va être capable de jouer avec ça sur ses épaules? Parce qu'il y a une double pression. C'est qu'il y a un salaire assez conséquent quand même, et une année. Alors, j'ai dit, comment il va gérer ça? Comment il va amener ça? Où il va aller avec ça? Et ça a pris un peu de temps. Mais tout à fait comme Minnesota aussi. Hein, ça a pris du temps avant que la machine se mette en route. Et puis là, aujourd'hui, si Minnesota parle de playoff, c'est uniquement à cause du trio de Fiala. Hein. Les derniers 5 semaines, ils sont incroyables. Ils sont sur un nuage, mais alors je dirais que les 2 derniers mois appartiennent aux Suisses. Hein. Les 2 derniers mois, c'est les Suisses qui font le show. Hein. Je pense que le Wild du Minnesota, les 2 premiers trios sont exceptionnels, mais j'adore ce qu'on a fait avec Kevin Fiala, Matt Boldy et Frédéric Gaudreau comme centre. Gaudreau est un joueur hyper responsable défensivement. Boldy est le jeune talent qui a un 16 aussi. Il a une stature très imposante. Et Kevin Fiala, on dirait que ces 2 joueurs-là, Fiala et Boldy, n'ont plus à penser niveau défensif parce que Gaudreau est très responsable et du coup, l'instinct offensif se déploie encore plus facilement chez ces 2 gars-là. Et d'ailleurs, j'écoutais une très bonne entrevue que vous pouvez aller écouter sur La Tasse de Café, le podcast de notre bon ami Nicolas Ducharme, qui est venu nous rendre visite à quelques occasions ici sur Overtime NHL. Il a fait une entrevue avec Frédéric Gaudreau juste après le match contre le Canadien de Montréal. C'est en ligne là, sur les différentes plateformes d'écoute depuis hier. Et d'ailleurs, Frédéric Gaudreau dit qu'il connaît Kevin Fiala depuis plusieurs années parce qu'ils ont joué dans le club école des Prédateurs de Nashville ensemble. Et il a dit on n'a même plus besoin de penser ensemble. Je sais comment Kevin va réagir s'il veut se porter à l'attaque, où est-ce qu'il va se placer pour la relance et tout. Donc, ça facilite beaucoup notre cohésion entre nous deux. On se connaît très bien et ça nous aide. Il connaît la saison de sa vie, Frédéric Gaudreau. Kevin Fiala aussi. Matt Boldy est une super recrue. Puis sur le premier trio du Wild, tu as la chance d'avoir Kirill Kaprizov et Matt Zuccarello qui joue la saison de sa vie avec Kaprizov. C'est une équipe, moi, qui m'impressionne beaucoup et je pense que ça va être une très belle équipe à avoir joué en play-off. Oui, et je pense que c'est... ce qui se passe, c'est que tu l'as dit au début de ton intervention, c'est que chaque joueur sur ce trio a un rôle. Le son reste 3e homme. Fiala apporte la folie et l'autre crée les espaces par sa stature. Et quand tu as ça, quand tout le monde sait ce qu'il y a à faire, comment faire, et en plus, il y a une dynamique qui est double, qui multiplie par 2 tout ce que je viens de dire, c'est l'envie de vouloir jouer ensemble. Et les 3 savent que la réussite de l'un, ça va être la réussite des 2 autres. Il n'y a pas de jalousie, parce que ça, c'est toujours un peu malsain. Hein? C'est-à-dire, oui, mais
tout le bonus va revenir sur lui. Tu sais, parce que là, c'est pas facile pour les deux autres. Toute la photo est sur Fiala, on parle de Fiala partout, Fiala par-ci, Fiala par-là. Personne ne parle des deux autres. Et ça, c'est pas facile. Mais quand entre eux, ça se passe bien et puis que tout le monde sait que finalement, ben écoute, aujourd'hui, mon meilleur agent, c'est toi. Continue, gros. C'était mon meilleur agent. On va continuer. Moi, c'est ce que je dis souvent aux joueurs. Votre meilleur agent, c'est l'équipe. Le meilleur agent d'un joueur, c'est son équipe. Plus son équipe va performer, plus son équipe va travailler dans le bon sens, plus l'équipe va attirer la lumière et l'attention, tout le monde va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi il se passe ça? Et là, tout le monde regarde, tout le monde, ah ben oui, c'est lui le gardien, ah ben c'est lui le défenseur, ah ben oui, tiens, il est là. Il n'y a pas photo, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de. Que ce soit en NHL ou en KHL ou en National League ou en Swiss League, c'est comme ça. C'est. Ton coéquipier, tu as autant besoin de ton coéquipier que tu as besoin de l'adversaire en face pour performer. Et cette équipe-là, en plus, qui est allée chercher des éléments importants pour les playoffs. Nicolas Deslauriers, un joueur hyper physique. Et il est là pour protéger un peu tout le monde. Là. Exactement. Il est là pour protéger les nombreuses vedettes qui sont là-bas et un Marc-André Fleury qui vient amener tellement d'expérience, 2 fois avec la Coupe Stanley. C'est un duo de gardiens de but incroyable, Cam Talbot et Marc-André Fleury. J'ai très hâte de voir cette équipe en play-off. D'ailleurs, on va en parler des play-offs. On va quitter un peu les joueurs suisses. On va parler un peu de l'actualité. Il y a Vladi qui demande à quoi ressemble le tableau des playoffs. Évidemment, ce n'est pas terminé. Dans l'Est, on connaît déjà les 8 équipes qui feront partie des playoffs. Washington, Boston, Tampa Bay, Toronto, Floride, Pittsburgh, New York Rangers et la Caroline. Par contre... Et ça, c'est du hockey. Hein? Là, il y a du hockey là-dedans. Là. Ça va être des playoffs hyper relevés dans les 2 divisions, mais surtout, je trouve, dans l'Est. Par contre, on ne sait pas encore quels seront les match-ups parce que c'est très serré au niveau du classement. On sait que Toronto va finir 2e dans l'Atlantique, que la Floride va finir 1er dans l'Atlantique, mais ça se bat toujours entre Tampa Bay et Boston pour la 3e place dans l'Atlantique et la première place de 4e as. Washington remonte sur Pittsburgh, pourrait remonter dans les 3 premiers de la division. New York Rangers pourrait passer la Caroline au premier rang de la division. Écoute, Non, c'est tout open, là. C'est tout open. Ça va être une très belle course aux positions à l'avantage de la patinoire et tout pour l'association de l'Est. Par contre, dans l'Ouest, il n'y a pas toutes les équipes qui sont qualifiées. Il y a le Colorado, il y a le Minnesota, il y a Saint-Louis. Et ça, c'est dans la division centrale. Ces équipes-là sont déjà confirmées niveau playoff. Et ça devrait être une confrontation. En fait, ce sera une confrontation Minnesota-Saint-Louis. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont déjà réglé le compte au dernier match. Hein? Oui, 2 matchs qui se sont terminés en prolongation, remportés par les Blues. Match physique. Ça promet comme série, cette série entre Minnesota et Saint-Louis. En tout cas, l'équipe qui va sortir de là ne va pas sortir indemne, hein, parce qu'il va y avoir des Bleus. Hein? Non, et après, devrait avoir rendez-vous avec le Colorado, à moins d'une surprise. Le Colorado, qui est assuré de terminer premier de sa division, va affronter la dernière équipe qualifiée pour les playoffs là, en 4e as. Il y a Calgary qui est déjà qualifié dans le Pacifique, dans la division Pacifique. Par contre, Edmonton, Los Angeles attendent toujours leur laisser-passer. Même chose pour Nashville, Dallas. Et là, c'est Vegas et Vancouver qui sont encore dans la course. C'est eux qui peuvent encore espérer une place en play-off. Danny, est-ce que tu penses que pour la première fois de leur histoire, on va voir les Golden Knights en dehors des play-offs? Je pense qu'ils vont pas. Je pense que cette année, ils ne vont pas faire les play-offs. Ça manque de régularité au niveau des performances. Manque de régularité dans les buts. Bon, je comprends le travail d'échelle salariale et tout ça, mais tout le monde savait quand même que Robin Lehner, dans les buts, c'est pas une assurance tout risque physique dans les buts. C'est pas un gars capable de durer. Il a besoin de soutien. Puis à Vegas, tu as besoin d'avoir un backup. Je dirais qu'à Vegas, il faut avoir un 1A, un B. On ne peut pas avoir un 1 et un 2. Et c'est pour ça que ça marchait bien avec Fleury. Ça faisait un A, un B. Et puis des fois, le 1A, le 1B devenait le 1A partant et puis ça tournait. Moi, je pense qu'il va leur manquer un peu de jus, un peu de souffle sur la fin. Moi aussi, et puis Vancouver a laissé.
Il me semble qu'à Vancouver, ils laissent trop de plumes. Ils ont laissé trop de plumes dans le dernier mois. Ils sont bien repartis, mais ils ont un coup de mou qui peuvent leur coûter cher. Moi, tu sais, ce qui me dérange un peu de Vegas, on a voulu. Chaque fois qu'il y a un joueur, chaque fois qu'il y a une vedette sur le marché des transactions ou sur le marché des agents libres, Vegas est toujours dans la course. On est allé chercher Alex Pietrangelo, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Je comprends cette acquisition, je comprends cette signature. Par contre, Jack Eichel, pour moi, c'était peut-être l'échange de trop du côté de Vegas. On a donné un joueur en Alex Stock qui nous amenait une dimension tellement intéressante, qui a été tellement bon en playoff pour Vegas, qui est le power forward type, qui est un joueur dur, qui est un joueur physique, qui a un bon coup de patin. Pour Jack Eichel, qui a tout à prouver encore. Son leadership qui a souvent été remis en question. Moi, cette transaction-là, je comprends que le nom Jack Eichel était intéressant, mais là, en plus, tu te mets à la gorge niveau plafond salarial. C'est hyper compliqué. Ils ont dû retarder la venue de Mark Stone et tout ça parce que c'était hyper compliqué niveau salarial, niveau masse salariale. Je trouve que cet échange-là était peut-être l'échange de trop. Et des équipes de vedettes où tu as trop de vedettes, peu de cohésion parce que tout le monde veut son... Oui, mais tu as dit quelque chose d'intéressant, là. Tu as dit quelque chose qui est super intéressant, mais puis qui va pas ensemble. La première, c'est que Alex Stock, par rapport à ses coéquipiers, je parle de Vegas, quand il était à Vegas, la glace qu'il prenait, c'était la sienne. Oui. C'était pas la glace à Pacioretty, au gros nom. Tu sais, les stars. Ils ne jouaient pas dans le même bain. Il n'y avait pas le même rôle. Puis lui, il l'acceptait, puis il le faisait très bien, et il fallait ça. Sur le troisième trio, c'est parfait. Lui, il l'acceptait. Est-ce que Jack Eichel va accepter de jouer sur le troisième trio? Non. Lui, il veut la glace de Pacioretty. Il veut la glace de Mark Stone et tout ça. Il veut cette glace-là. Mais pourquoi tu vas chercher un gars qui va aller chercher la glace de joueurs qui remplissent déjà des bonnes causes? Là, aujourd'hui, tu as Alex Stock. En plus, c'était une arme à Vegas. Hein? Il était. C'était pas un joueur à problème. C'est pas un joueur qui avait des soucis. C'est pas. Je veux dire, c'est pas un gars qui va arriver à la fin de son contrat et demander 10 millions. C'est un gars que tu es capable d'ajuster au salary cap assez facilement. Je vois pas pourquoi on va chercher Jack Eichel et pour qui et pourquoi. Ben, j'ai pas, là, pour l'instant, oui, c'est un bon joueur. Je ne parle pas du bon joueur. Moi, je le suis depuis qu'il était à l'université américaine. Je le connais, je l'ai vu jouer. C'est un très bon joueur. Il n'y a rien à dire. Je ne parle pas du joueur de hockey. Mais je pense qu'il y a d'autres équipes. C'est un peu comme si Jack Eichel se retrouverait à Edmonton. Qu'est-ce qu'il ferait à Edmonton? Okay, il y en a 3 joueurs comme lui là-bas. Pourquoi il viendrait chercher du temps de glace à quelqu'un qui ont déjà? À moins que dans ton idée, tu veuilles te débarrasser de Pacioretty. Ça, c'est un autre problème. Là, on appelle ça de la construction. OK, mais là, c'est un ajout. Mais un ajout, pourquoi? Tu es rendu avec 6 ou 7 attaquants, 8 attaquants pour 6 places. Il y en a toujours 2 qui ne vont pas être contents du temps de glace que tu vas leur donner. Que ce soit en avantage numérique ou en désavantage numérique, ou des grosses minutes, ou des moments importants. Ah, ben là, tu te dis, attends, là, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alex Stock, son rôle et son temps de glace, il en était content et, en tout cas, de ce que je sais, hein. Après, mais j'ai pas compris cet échange, surtout avec un joueur qui était blessé déjà, hein, qui n'était pas prêt à commencer, d'accord? Il n'était pas game speed, hein, il n'était pas du tout dans game speed. Et peut-être que là, les points qui manquent là aujourd'hui, ben, les matchs qu'il n'a pas joué au début, parce qu'au début, tu n'as pas Jack Eichel, puis tu n'as pas Alex Stock non plus. Hein? Alors, du coup, je ne comprends pas. Après, ben, c'est vrai que c'est un business. Là, je parle peut-être trop avec empathie, puis empathie, ben, il n'y a pas de business avec l'empathie. Mais je ne sais pas, peut-être que Vegas n'avait plus de projet pour Alex Stock, qui se sont dit, ben, ce garçon-là ne va plus jamais évoluer, il ne va jamais grandir, il ne va jamais en faire plus. Mais je trouve qu'il en faisait déjà pas mal. Moi, je l'avais bien à Montréal, Alex Stock, hein? Oh, de Dieu. Ah oui. Oh là là. Moi aussi, j'ai de la difficulté. Bon, évidemment, quand tu regardes la ligne de centre de Vegas,
Chandler Stevenson était le premier centre. William Karlsson le deuxième. C'est sûr que Chandler Stevenson n'est peut-être pas vu comme un premier centre partout en NHL. C'est peut-être là où il se disait il faut aller chercher notre fameux premier centre. Mais Stevenson, quand tu regardes ses statistiques, c'est 59 points en 75 matchs. Et il faut dire que Mark Stone a été blessé une bonne partie de la saison. Max Pacioretty a été blessé une bonne partie de la saison. Oui, puis lui, il joue... C'est du up and down. Hein? On l'a longtemps connu à Montréal. C'est l'alternatif. Hein? Lui, c'est le courant alternatif. Hein? Exact. Donc, je trouve que Stevenson s'en sort quand même plutôt bien pour une saison où il a perdu ses deux alliés qu'il avait l'année précédente. Et moi, je pense que c'est ça. Tu prends une mauvaise décision et c'est revenu dans le chat, d'ailleurs, avec Fabrice qui nous dit « Vegas regrette Fleury », ça c'est sûr. Tu prends une mauvaise décision avec Fleury qui était l'image de ton équipe à Vegas pour une question de plafond salarial parce que tu es déjà à côté au plafond. Et en plus, tu vas chercher Jack Eichel après, qui ne deviendra pas la vedette de Vegas. Non, puis les gens vont pas s'accrocher à lui. Non, c'est pas le genre de joueur auquel tu t'associes. Tu as perdu Fleury, qui, dans la communauté, est très, très important, mais partout où il va, alors du coup, c'est pas tellement de surprise. Mais c'est aussi la béquille. C'est aussi la béquille de Lehner, de Robin Lehner. Ouais. Là, on avait un duo de gardiens de but. C'est-à-dire que quand on regardait la moyenne, eux, il fallait voir la moyenne pour le trophée Vizina. Il ne fallait pas voir les gardiens en tant qu'individu, il fallait voir le gardien en tant que duo. Et ensuite, tu sors Alex Stock. Moi, je comprends. Non, il y a peut-être d'autres moves à faire, mais pas celui-là. Oui, parfaitement d'accord avec toi. D'ailleurs, Fabrice qui dit Eichel, on ne sait toujours pas ce qu'il vaut. C'est vrai que, on sait ce qu'il vaut, mais il a encore beaucoup de preuves à faire. Il dit également les Blues, c'est une équipe à l'ancienne, très physique, eux qui vont affronter le Wild du Minnesota. Il demande également Tristan Jarry, est-ce qu'on sait pour combien de temps il est blessé? Pour l'instant, c'est toujours... c'est une blessure au bas du corps. On dit que non, mais là, on c'est arrive évalué. Des playoffs. Oui, c'est évalué chaque semaine. Là, ils nous disent soit day-to-day ou week-to-week. C'est ça. On aura de moins en moins d'informations sur les blessures d'ici la fin de la saison. Ça, c'est certain. Sinon, Danny, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Il nous reste encore 2 ou 3 sujets que j'avais en liste. Alex Ovechkin a marqué son 50e but de la saison hier dans un match où il a marqué d'ailleurs 2 fois. C'est la 9e fois de sa carrière où il obtient 50 buts. Il rejoint pour le plus grand nombre de saisons de 50 buts Wayne Gretzky et Mike Bossy. Mike Bossy est décédé la semaine dernière. Mike Bossy, pour ceux qui ne le connaissent pas dans le chat, c'est... une légende de la Ligue nationale, je pense qu'on ne peut pas dire autrement. C'est 9 saisons de 50 buts en 10 saisons jouées dans sa carrière. Il a dû prendre une retraite prématurée en raison de problèmes au dos. Gros problème au dos, oui. Mais quand on regarde la moyenne de buts marqués par match du côté de la Ligue nationale, c'est lui le meneur avec 0,7 buts marqués par match. Pour toi, Danny, est-ce que tu penses que c'est le plus grand buteur de l'histoire de la Ligue nationale, même si là, on assiste à un Ovechkin qui veut battre la marque de Wayne Gretzky? Est-ce que tu penses que Mike Bossy est la définition même du buteur? Oui, intrinsèquement, oui. Intrinsèquement, quand tu regardes, tu dis c'est quoi un buteur? Là, on ne parle pas d'époque non plus, on parle de qualité pour un buteur, qu'est-ce qu'il faut. On peut même en comprendre des vidéos, regarder et ajuster les vidéos par rapport à aujourd'hui et dire, mais voilà, la vitesse d'exécution, l'instinct, la prise d'information, un peu comme aux échecs, c'est-à-dire avec 2 coups d'avance, des joueurs qui jouent, oui, c'est la valeur pure et la valeur pure d'un attaquant, mais la valeur pure d'un buteur. Moi, ça fait partie de mon époque. Toi, t'es trop jeune, toi. C'est pas toi. Mais moi, ça fait partie de mon époque. Moi, je fais partie c'est mon époque où ils ont gagné les 4 Coupes Stanley avec Brian Trottier, Denis Potvin, Bob Nystrom avec sa belle moustache. Tous ces garçons-là. Clark Gillis. Voilà, ça, c'est une dynastie, hein, forcément. Mais
il n'a pas juste il a pas juste marqué des goals. Je reviens sur un détail important. Parce qu'un buteur, c'est aussi rendre les autres meilleurs. Et quand il jouait avec Brian Trottier, par exemple, il pouvait même mettre Bob Nystrom à côté. Je ne sais pas si les gens ils peuvent savoir c'est qui Bob Nystrom, là, mais c'est vraiment le joueur de hockey pur et dur je vais le dire en anglais parce qu'en français, je ne sais pas trop comment le dire, mais du dump and chase and hit. C'est-à-dire, on envoie au fond, je patine, puis je frappe. Il arrivait même à le faire jouer et à le rendre beau sur la glace et à le rendre bon. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que Mike Bossy, aujourd'hui, ne sera jamais égalé. Bon, là, c'est mon cas qui parle peut-être, mais il ne sera jamais égalé. Et pour la petite fenêtre, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'il fasse ça à ce moment, moi, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé beau que ça arrive à ce moment-là. Et je pense que Ovechkin a eu certainement une pensée après, parce qu'on ne sait pas tout à chaque fois. Mais oui. Non, je pense que c'est très intéressant. Pour ceux là, qui ne le connaissent pas, allez voir ses statistiques. C'est impressionnant. Sa meilleure saison, 69 buts, 69 buts en 80 matchs. Sinon, il a une saison de 147 points en 80 matchs. Et sa pire saison en carrière, la toute dernière, c'est celle auquel il était pris avec des problèmes de dos. La seule où il n'a pas marqué 50 buts, Danny. 75 points en 63 matchs et 38 réussites quand même pour un gars qui était blessé au dos et qui était sur sa dernière saison en carrière. Il n'arrivait même pas à marcher. Hein. Je précise un peu, là. C'était c'était très compliqué. C'est un gars qui a fait partie, moi je pourrais dire ça, donc, qui a joué dans un hockey aujourd'hui où ne faisait pas trop de cadeaux. Hein. S'il y en a qui veulent aller voir certaines vidéos, vous allez voir, c'était pas le même hockey, hein. Ça se jouait pas de la même façon. Son hockey junior, il n'a pas joué de la même façon non plus. Alors du coup, son recrutement en NHL s'est fait aussi, ça a été assez spécial comment ça s'est fait. C'est quelqu'un qui le suivait depuis presque de ses 13, 14 ou 15 ans, qui le suivait depuis ce temps-là. Et c'est lui c'est cette personne-là qui a suggéré aux Islanders de New York de le sélectionner. Sinon, il n'aurait jamais été sélectionné. Et le Canadien qui est passé par-dessus un Mike Bossy qui est un Québécois, il faut le rappeler. Là, oui. Et ont décidé de ne pas le repêcher parce qu'il repêchait plus tôt que les Islanders dans ce draft de 1977. 4 Coupes Stanley dans la grande dynastie des Islanders, 3 trophées Lady Byng, 2 trophées Maurice Richard. Le trophée Lady Byng, c'est pour le meilleur joueur, la gentilhomme, comme on peut définir. Un trophée Art Ross, 2 trophées Maurice Richard pour le meilleur buteur. C'est un joueur exceptionnel. Non, puis c'était une personne qui était très aimée parce qu'il y a eu une deuxième carrière média où il a fait beaucoup de médias, commentaires, analystes, experts. Et toujours très, très bien parlé, toujours su vendre le hockey avec beaucoup de passion et beaucoup d'humilité. C'est pas quelqu'un qui se prenait pour un autre. Et il n'a jamais prétendu être quelqu'un qui n'a jamais été. C'est vraiment c'est quelqu'un qui a eu la même carrière au niveau média qu'il a eu sur la glace. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très beaux commentaires sur la personne qu'il était d'abord et avant tout. Un gars de famille, un gars qui n'aimait pas le jeu physique. D'ailleurs, c'est pourquoi il a gagné des Lady Byng. Hein. C'est un gars qui aimait le jeu du hockey, mais pas le jeu physique. Parce que dans ces années-là, c'était vraiment un hockey vraiment différent. Donc voilà pour Mike Bossy, qui est décédé là, des suites d'un cancer. On va maintenant parler du Canadien pour terminer. Juste avant, par contre, il y avait Vladi qui nous dit « Je crois que Toronto t'aime pas en playoff. Ça va être une belle affiche. » Attention, ce sera peut-être Toronto-Boston en première ronde. Et ça, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles pour Toronto. On sait à quel point ils ont de la difficulté à passer les Bruins de Boston en playoff. Mais surtout que là, ça va être...
Il y a toute une histoire entre Toronto et Boston. Oui, et Toronto-Tampa Bay, il n'y a pas trop d'histoire. Mais là, Toronto-Boston, wow, mais ce sera peut-être la revanche des Maple Leafs. Qui sait, Vladi qui nous parle aussi de Dustin Matthews. On parlait de grands buteurs en Ovechkin, en Mike Bossy. Il nous parle de Matthews, qui est proche des 60 buts cette saison, mais là, il est blessé et je pense qu'on ne le forcera pas à revenir vite. On va vouloir qu'il soit à 100% pour les playoffs. 60 buts, il aura. Il n'aurait pas eu ses 50 buts. Il serait proche de ses 50 buts, c'est-à-dire, mettons, 46, 47. Je pense qu'on forcerait un petit peu pour essayer de lui permettre de le faire. Mais là, il a passé la barre. Là maintenant, cette barre-là, il est passée. Maintenant, c'est les playoffs. Oui, exact. Danny, Canadien de Montréal, retour de Carey Price. Il a joué 2 matchs. Ouais. Il a pas mal paru, loin de là. L'équipe devant lui a peut-être moins bien paru. 0 but marqué dans les 2 matchs où Carey Price était devant la cage. Mais au-delà du résultat, qui n'est pas une mauvaise chose pour éventuellement la draft, le Canadien qui ne doit pas enchaîner trop de victoires d'ici la fin de la saison, même si on est certain là, de finir au mieux, disons, 28e, au pire 31e, 32e plutôt. Le positif dans tout ça, c'est que Carey Price semble bien aller. Le fait qu'il joue 2 matchs, ça veut dire que son genou s'est bien remis du premier match. Il dit également là, que ses réflexes, parce que faut dire que pour les gardiens de but, c'est la vitesse d'exécution. Tu es capable d'un peu de ralentir le match, d'anticiper certains jeux de l'adversaire. Ça, c'est avec la pratique que ça revient. Et là, il a dit ça commence à revenir. Donc, c'est quand même des aspects positifs pour Carey Price et pour le Canadien de Montréal. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un gardien de but, les gens ils disent « Ouais, il va être fatigué s'il enchaîne et tout. » Gardien de but, c'est assez particulier. Les gardiens de but ont besoin de rythme. Le rythme est très, très important pour un gardien de but. Alors, du coup, à partir du moment qu'il rentre dans un certain rythme, il faut beaucoup parler avec son gardien parce qu'il y a des gardiens qui ont besoin de plus de matchs et d'autres un peu moins. Alors, du coup, il faut vraiment parler. Et Carey Price a besoin de rythme. Ça, on le sait. OK, ça fait tellement longtemps. Et dans sa réhabilitation, rééducation physique, psychique, c'est important. Maintenant, le Canadien a fait du Canadien quand Carey Price est dans les buts. Carey est là, OK, let's go. Allez, on n'est plus obligé de fermer, on n'est plus obligé de s'investir à 400% défensivement. Carey Price, il est là. Et ça, c'est des très mauvaises habitudes. Et là, à un moment donné, il va falloir changer ces habitudes-là. Là, il est trop tard pour faire ça. Je pense que Martin Saint-Louis, s'il est confirmé, mais je pense qu'il va être confirmé, va mettre les pendules à l'heure et de plus être d'être dépendant de Carey Price. Il faut arrêter ça. Il faut être capable de le faire durer un peu plus. Par contre, la question, c'est quel est l'avenir de Carey Price? Elle est où l'avenir? Et comment lui la voit et comment la direction du Canadien de Montréal la voit? Mais c'est exactement la question de Fabrice qui nous demande le Canadien doit faire quoi avec Price? Et Price doit faire quoi s'il revient au top? C'est pas facile pour les deux parties parce que s'il revient au top, évidemment, Carey Price va vouloir aller chercher une Coupe Stanley. Le Canadien n'est vraiment pas dans une fenêtre pour aller gagner une Coupe Stanley. Mais il a un très lourd contrat. Le Canadien, si on veut s'en débarrasser, si on veut l'échanger, on devra retenir du salaire, mais on est déjà très proche du plafond salarial. Ça devient quand Vegas. même... Vegas. Ils n'ont pas peur d'aller chercher des gros contrats. Non, mais moi, il y a une idée qui me vient tout de suite. Je veux dire, bon, le problème, c'est que dans la NHL, ça existe, hein, même si les gens ne pensent pas. C'est un gars de Montréal, aller à Toronto, c'est plus dur. Un gars de Montréal, aller à Boston, c'est plus dur. OK? Alors, je ne sais pas, mais il y a quand même certaines équipes qui ont vraiment une bonne équipe devant puis qui ont besoin d'un bon gardien. Edmonton, par exemple. Est-ce que Si Edmonton, qui veut rester au Canada... Moi, ouais, après, ils ont Thatcher Demko, mais moi, je pense que Carey aimerait peut-être plus aller à Vancouver qu'à Edmonton, même s'il vient de l'Ouest canadien et Edmonton, c'est pas très loin d'où il vient. Ouais. Mais, ouais, c'est... Bon, après, lui, il fait partie des joueurs que, de toute façon, il doit certainement avoir une clause de non-échange.
et il doit y avoir émis une liste d'équipes qui, en général, c'est entre 8 et 12. 6 et 10, pardon, excuse-moi. 6 à 10 équipes dans lesquelles, dans l'ordre, ils souhaiteraient aller si jamais il se passe quelque chose. Tu parlais des Maple Leafs de Toronto. Bon, les Leafs, on sait à quel point ils ont besoin d'un gardien. Il y a d'ailleurs Fabrice là, non, c'est pas Fabrice, c'est Vladi plutôt qui nous parle là, qu'il y avait eu des rumeurs de Fleury, évidemment, à Toronto. Le lien se fait facile entre Price et Toronto, mais je serais très surpris qu'on transige avec Toronto, un Carey Price qui est l'emblème du Canadien de Montréal depuis des années. Même chose pour Boston. Oui, il a une clause de non-échange complète. D'ailleurs, il l'avait levé pour le repêchage d'expansion à Seattle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir son avenir. Après, je me dis, même si on n'est pas capable de l'échanger, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir un bon vétéran gardien pour les jeunes défenseurs qui vont être dans l'alignement du Canadien dans les prochaines années. On pense à Justin Barron, on pense à Jordan Harris, on pense à Kaden Gooley, à Alexander Romanov qui est encore tout jeune, à sa deuxième saison seulement. Tu as 4 défenseurs qui vont être assurément dans ton alignement d'ici 2 ans minimum, maximum même, qui seront peut-être déjà de l'alignement la saison prochaine. Je pense que d'avoir un Carey Price, c'est pas une mauvaise chose pour développer tes jeunes défenseurs. Mais après, je pense qu'avec Carey Price, tu devras t'asseoir avec lui et lui demander où est-ce qu'il veut aller ou qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut rester Oui, mais dans quelle direction il veut donner à sa carrière aussi? Tu vois, je veux dire, là, je pense qu'il s'est remis sur pied. Maintenant, tu peux discuter avec lui parce que c'est clair. Et ça, c'est le genre de joueur aujourd'hui où quand la direction du club va parler avec lui, il ne serait pas surprenant que la femme soit là aussi. Parce que c'est souvent des projets de vie. Et du coup, c'est associer la famille. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que depuis qu'il y a eu toute cette histoire et puis qu'il s'est remis en santé, sa femme s'est rapprochée pas mal. Hein? Je ne sais pas si elle a quand même donné des nouvelles, elle s'est rapprochée de la direction, elle a donné, elle a fait 2-3 articles histoire de donner. Du coup, elle s'est pas mal investie, je dirais. C'est normal. Écoute, c'est elle qui est à la maison tous les jours là, avec quelqu'un qui n'est pas bien, avec des petites filles, tu vois, je veux dire, avec des enfants. Alors, il arrive un moment où ça aussi, ça va compter, ça va peser dans sa décision, parce qu'il sait que de toute façon, ça va être probablement un des derniers challenges. Dernier sujet qu'on a ce soir, on reste avec le Canadien de Montréal et Martin Saint-Louis. On peut dire que la lune de miel est un peu finie, là. Les Canadiens qui n'ont gagné que 3 des 14 derniers matchs, si je ne me trompe pas. Ça ressemble étrangement au résultat qu'avait Dominique Ducharme lorsqu'il a été congédié. Il avait une victoire à ses 14 derniers matchs, mais niveau points, ça se ressemblait en raison des défaites en prolongation. Il n'y a pas de doute, il a fait très bonne impression dans cette demi-saison qu'il a fait. Il a réussi à débloquer des joueurs comme Cole Caulfield, comme Nick Suzuki. Même Alexander Romanov a beaucoup plus de temps de jeu, il a beaucoup de confiance de son entraîneur. Par contre, il faut re-signer un contrat avec lui pour la saison prochaine. Tu vois quoi comme contrat à signer? Est-ce qu'on y va un peu comme avec Dominique Ducharme? On a déjà un contrat à 3 ans, un contrat semi-long terme, ou si tu préférais peut-être une entente de 2 ans, voir sur une saison complète, commencer avec une équipe, voir comment il la développe, ou si il y a des Maxime Lapierre, par exemple, qu'on connaît bien ici en Suisse, qui est consultant chez TVA Sport, qui lui a dit qu'il voyait un 50 contrat déjà pour Martin Saint-Louis, qui pour moi est absolument ridicule parce que c'est engagé avec un coach qui a encore tout à prouver, j'ai l'impression. Non, écoute, il y a 2 choses qu'il faut voir. C'est qu'on ne peut pas donner un contrat d'1 an à un coach. Il n'y a aucune crédibilité dans le vestiaire. Tout le monde sait qu'en novembre, si ça ne va pas, ça va pas coûter trop cher aux Canadiens pour le licencier. Il faut donner du crédit à l'entraîneur, un certain poids à l'entraîneur pour être capable de travailler dans une certaine sérénité et dans un environnement favorable. 2 ou 3 ans, pour moi, c'est le minimum. 2 ans, c'est vraiment le minimum. OK? Et peut-être une année d'option, je ne sais pas trop comment ils peuvent tourner ça. Mais tu ne peux pas aller en bas.
peu importe l'entraîneur que tu vas prendre là, il va falloir un contrat de 2 ou 3 ans. Parce que de toute façon, ça va prendre ça, hein? Ça ne va pas prendre plus ni plus ni moins. L'année prochaine, ils vont pas faire une révolution totale non plus. Alors, on va voir ce que ça va faire, mais puis prendre une équipe en cours de saison qui mentalement ne va pas bien, tu changes juste un peu les choses. Ça suffit pour changer tout et ça marche. Prendre une équipe en début de saison, amener tes choix, faire tes choix, classer les gars, toi où tu veux. Et là, tu commences à coincer parce que tu as fait des choix, tu enlèves un, tu remets lui, tu repasses là. Là, ça commence à coincer. Et là, souvent, c'est là que ça commence à être plus compliqué. Alors, prendre une saison en cours où les gars ont vraiment le cerveau à l'envers et tu fais juste leur amener un peu de bonne humeur, et puis là, ils sont tout contents, et puis là, ça part comme des... C'est ce qui est arrivé. Oui. Mais démarrer une saison, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est au niveau de la communication, et là, c'est tes propres choix, et les gars sont dans le moule, et là, on démarre une nouvelle dynamique. Moi, je dis qu'il faut laisser du temps au temps. On parle de Martin Saint-Louis, très bon coach, très bonne personne, très bonne personnalité. Il a amené un vent nouveau, il a amené énormément d'énergie, il a amené beaucoup, beaucoup d'empathie envers les joueurs. Mais il ne faut pas oublier que Dominique Ducharme, c'est un excellent entraîneur aussi. Et le fait d'avoir été en difficulté à Montréal ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, d'incompétent. Et non, c'est pas vrai. Je suis désolé, faut pas. Et d'ailleurs, je crois que si on regarde tous les commentateurs et puis les médias au niveau hockey, il n'y en a pas beaucoup qui ont dit beaucoup, beaucoup de mal de Dominique Ducharme. Non, non, bien sûr, son talent d'entraîneur, je pense juste que ça a été peut-être, comment je pourrais dire, un mauvais timing, il s'est retrouvé avec une tonne de blessures aussi qui ne l'a pas aidé. Il n'a jamais eu une équipe complète. On peut faire le parallèle avec un Patrick Aymon ici à Genève. Exact. Hein? Tu peux pas vraiment te faire valoir avec une équipe comme ça. Tu perds un centre de qualité en Philippe Danault qui a 25 buts maintenant à LA. Je veux dire, c'était ton deuxième centre. Tu n'as plus de deuxième centre. Tu perds Weber aussi. Hein? Weber, tu perds Corey Perry. Là, à un moment donné. Tu perds Weber, tu perds Price, tu n'as plus Danault. Corey Perry, Petrie qui marchait comme un avion, qui là, il a décidé de dire ben non, je ne marche pas avec toi. Ça fait trop pour un entraîneur. Excuse-moi, là, mais. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ben, ce qui est un peu bizarre, par contre, à chaque fois, puis tu as fait le parallèle avec Patrick Aymon, mais je reste dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on licencie ces entraîneurs, 2 jours après, il y a des joueurs qui reviennent de blessure. Ouais. Le gars qui reprend l'équipe, mais pas la même équipe que le coach qui vient de se faire virer. Facile d'avoir les résultats, je veux dire. Je vais rapidement dans le chat. Il y a Fabrice qui dit « Le Canadien cherche toujours une ligne de centre. Le problème depuis 15 ans, pas juste 15 ans, depuis Vincent D'Anfos et Pierre Turgeon. Il y avait quand même une ligne de centre. Lorsqu'ils ont repêché, juste après le repêchage de Saku Koivu, je pense que c'est en 95, là, ils avaient une ligne de centre. Il y avait Vincent D'Anfos, Pierre Turgeon, Saku Koivu comme 3 premiers centres. Et ils ont laissé partir, ils ont échangé D'Anfos et Turgeon. Et depuis ce temps-là, ils se sont cherchés une ligne de centre. Ils n'ont jamais été capables d'en avoir une. Et d'ailleurs, il dit que le Canadien doit tout faire pour essayer d'avoir Pierre-Luc Dubois qui sera agent libre. Par contre, attention, Pierre-Luc Dubois n'a que 23 ans. Il sera agent libre avec compensation. Donc, ce serait une offre hostile, un peu comme on avait avec Kotkaniemi. Donc, il faudrait accepter de laisser partir des choix de première ronde. Je ne suis pas certain que le Canadien est prêt à faire ça en voyant que l'année prochaine, il y a peut-être un certain Connor Bedard qui pourrait non, la draft est trop bonne. La draft est trop bonne pour laisser passer un premier choix, un choix de première ronde. Il y a Vladi qui demande est-ce que ça pourrait être pour le Canadien une bonne solution, Bob Hartley comme coach? Moi, je ne pense pas. La nouvelle direction, de toute façon, voulait sortir des sentiers battus et je pense qu'ils ont trouvé leur homme en Martin Saint-Louis. D'ailleurs, il est bien connu des 2 hommes puisque leur fils jouait ensemble. On va pas chercher le cavalier si tu ne gardes pas Saint-Louis.
Non, exactement. Il y a tout, ben, en La même temps, construction est déjà commencée. La construction tout est déjà déboule. commencée. Hein. Ils vont pas chercher Saint-Louis s'ils vont pas chercher Kent Hughes et Jeff Gorton Non, et non, ainsi de suite. tout est lié. Tout est lié. Et, non, il n'y a rien de. Je pense que là, c'est une ligne qui va. Je prends une dernière question. Merci Oui. d'ailleurs à tous d'avoir été très actifs dans le chat. Il y a Fabrice qui demande quelle est la différence de style entre Dominique Ducharme et Martin Saint-Louis? Peut-être le style de communication. Le style de communication et le parcours individuel de chaque joueur. Enfin, de chaque joueur, tu as compris. C'est-à-dire, Ouais. les deux entraîneurs ont été joueurs et le parcours n'est pas le même pour les deux. Ils ont eu les deux beaucoup d'adversité, mais il y en a un voilà, qui a eu Saint-Louis eu son parcours. Et je dirais que Martin Saint-Louis, aujourd'hui, en prenant la place à Ducharme, il ne pouvait pas rester dans le même système formaté que les autres. Alors, du coup, il est venu en NHL avec un système emprunté des U13. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est-à-dire qu'il a pris une équipe, puis il a travaillé comme si c'était des jeunes, puis il a amené un souffle nouveau, une nouvelle façon de travailler avec les joueurs que les joueurs n'étaient pas habitués, mais ça correspondait exactement à ce que l'équipe avait besoin parce que l'équipe était ultra jeune. Si tu fais ça avec une équipe, je ne sais pas, Tampa Bay Lightning, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut marcher avec une équipe qui est jeune et qui va te suivre parce que les joueurs sont encore soif de développement. Alors, dans l'ancien hockey, je ne sais pas la personne qui a demandé ça, mais dans l'ancien hockey, à l'époque, il y avait un entraîneur qui était du même style que Martin Saint-Louis. Toi, tu vas t'en souvenir. Il s'appelait Claude Ruel. Il a été des années un des meilleurs entraîneurs de AHL, responsable du club AHL de Montréal. Il a développé et formé énormément de joueurs. Et le jour où il a pris un club de NHL, c'est-à-dire le Canadien de Montréal, ça n'a pas marché. Et Claude Ruel, c'était pas n'importe qui. Hein. C'était quand même un grand monsieur de hockey à l'époque. Hein. Je veux dire, là, peut-être que les gens ne savent pas qui c'est, mais... Non, mais ce serait intéressant de voir justement si la méthode Saint-Louis va marcher sur le long terme, va marcher l'année prochaine, va marcher sur une équipe un peu plus à maturité. Le danger de Martin Saint-Louis, c'est qu'il va falloir... la difficulté, il va falloir qu'il reste comme il est, puis qu'il suive le développement de ses joueurs et qu'il suive aussi son développement à lui pour ne pas être catalogué entraîneur d'une équipe de ce type-là. Sinon, il pourrait avoir des problèmes, c'est-à-dire de dire, OK, on est en construction, on a besoin de Martin Saint-Louis. On va avoir que des jeunes, on prend Martin Saint-Louis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme les coachs qui sont reconnus pour être très, très durs, là, et que le message passe une courte période de temps et après, ça passe plus, mais que ça donne l'électrochoc que tu as besoin pour justement reprendre une équipe parce que ton message est dur, tu coaches à l'ancienne, mais après ça, sur le long terme, le message passe plus, les joueurs... Ou l'inverse, c'est-à-dire que les gars ont un coach ultra dur, puis que ça passe pas, et puis que là, un coach comme Martin Saint-Louis arrive, les gars ont besoin de liberté, de légèreté, un environnement plus posé, moins stressant, bien là, ça marche tout de suite. Mais ça marche un moment, ça marche pas tout le temps. Ça marche pas sur une très longue durée. Danny Gélina, merci beaucoup pour cette heure et demie qu'on a passée ensemble. Ce fut très agréable de parler NHL avec toi. D'ailleurs, on te retrouve ce dimanche pour le match commenté en français de NHL. Les Oilers d'Edmonton contre les Blue Jackets de Columbus. Tu seras là au co-commentaire. Donc, avec plaisir qu'on te retrouve là. On va également te retrouver assurément en play-off. D'ailleurs, on est toujours en attente là, des confirmations des matchs de play-off qu'on aura à vous présenter. Il y a Vladi qui demande est-ce que la draft sera suivie sur MySports. Évidemment, j'ai des vacances en juillet, en début juillet, juin, mais je vais assurément faire un Overtime NHL spécial repêchage
Également, je vais faire des Overtime NHL là, pour chaque ronde de playoff avec des prédictions, avec un bilan également de la ronde précédente. Donc, ce sera à suivre. Ce sera plus nécessairement les jeudis à 17h. On va se coller un peu plus sur l'actualité des playoffs de NHL, mais tout sera évidemment à vivre et à suivre sur MySports. Merci à tous d'avoir participé avec nous. Salutations encore à Danny et à vous tous Merci. qui nous suivent. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. Au revoir.